Hello, bienvenue dans cet épisode 3 de mon podcast. La nouveauté, c'est qu'à partir de maintenant, je vais changer un tout petit peu le format. Je vais ajouter une partie un peu perso sur les updates. Update business, update perso, finance et autres. Et ça sera l'occasion de traiter de certains sujets. C'est contrairement à ce que je fais par ailleurs, donc les vidéos sur mes chaînes YouTube, Instagram et TikTok, ce format est beaucoup plus approfondi et surtout uncut, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de montage et il n'y a quasiment pas de cut. Et contrairement à des formats beaucoup plus travaillés qu'on fait par ailleurs sur les autres plateformes, sur lesquelles aujourd'hui on est passé à 300 000 followers en somme, si on prend toutes les plateformes. Alors que c'est le 6e mois, je pense, aujourd'hui. Donc un format beaucoup plus mainstream, mais qui marche très bien, dont j'en parle tout à l'heure aussi dans les updates business, qui rapporte pas mal aussi en termes d'apport d'affaires pour Legal Place. Mais ici, le but, c'est d'être sur une audience beaucoup plus petite que mainstream, beaucoup plus sachante, plus experte, qui cherche un contenu plus profond et plus détaillé que ce que je fais, qui est beaucoup plus mainstream, accessible. Il y a une quantité de gens énormes qui ont besoin de s'upgrader sur du marketing, sur du business, sur du sales, mais pour qui ce que je raconte dans ce podcast peut être un peu inaccessible. Donc le but du contenu mainstream, c'est l'audience mainstream. Et ici, c'est une audience qui ne sera jamais en millions, parce que je pense qu'on a fait entre 10 et 15 millions par mois de vues sur les chaînes YouTube, Insta et TikTok. Mais là, ce sera beaucoup plus. Je partagerai les chiffres d'ailleurs quand je sortirai cet épisode pour vous dire à combien on est. Mais voilà, donc ça, c'est pour l'update sur le format. Et donc j'en profiterai aujourd'hui parce qu'il y a toujours un corner actu enfin que je dis toujours, mais c'est le 3e épisode sur ce podcast-là. Aujourd'hui, je vais plutôt parler update perso et Legal Place. Donc on est au début d'année, Legal Place est aujourd'hui... Alors beaucoup de gens croient que Legal Place est une legal tech. Alors qu'en réalité, quand on regarde le futur, les futurs features, le chiffre d'affaires dans le futur, etc., on est beaucoup plus une fintech enrobée dans une legal tech qu'une pure legal tech. On a commencé par la création de sociétés comme service, qui est du juridique, mais c'est le point de démarrage d'entrepreneur. Et aujourd'hui, on va intervenir tellement beaucoup sur ces finances dans le futur, que ce soit la compta, que ce soit des banking features, qu'on va être de moins en moins une simple legal tech. C'est un positionnement qui a été pas mal réfléchi, qu'on a beaucoup testé avant d'exécuter, mais qui a fait partie de la vision. Et aujourd'hui, il se traduit par le fait qu'on ait une application de comptabilité qui s'appelle Legal Place Pro sur les stores et sur le web, sur le PC, qui permet de gérer toute la comptabilité de nos entrepreneurs qui créent leur boîte chez Legal Place, donc jusqu'à sortir les bilans. On n'a pas beaucoup fait d'annonces sur ça, donc peu de gens le savent. Et ce que les gens savent encore moins, c'est qu'on a une feature maintenant de compte pro. Donc quand on dit compte pro, c'est-à-dire que vous pouvez gérer entièrement la partie financière, virement, crédit card, transactions, etc. sur Legal Place Pro, et même déposer le capital. Ce qui fait que vous n'avez pas besoin d'avoir une banque. On est le compte pro de votre société et la comptabilité de votre société dans la même app, ce qui est une grosse différence et qui est un peu notre thèse centrale, c'est de dire qu'on regroupe tout dans la même app pour ne pas avoir à gérer et à traiter plein de prestataires pour une petite boîte qui fait du conseil et qui fait 200 000 € de chiffre d'affaires ou 150 000. C'est beaucoup plus intéressant d'avoir une seule app. Donc une grosse partie de nos équipes travaillent sur ces features fintech. C'est pour ça que je dis qu'on est beaucoup plus qu'une legal tech. Et d'ailleurs même je dis parfois qu'on est plusieurs boîtes en une parce qu'il y a une énorme équipe qui travaille sur la partie légale, mais aussi une équipe entière qui travaille sur la partie accounting et une autre équipe sur la partie banking, et c'est vraiment des features très différentes. Je développerai au fur et à mesure des updates ce qu'on fait sur chacune. Mais là, je voulais vraiment mettre le cadre et le contexte. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que déjà, d'un point de vue financier, on a réalisé plus de 70% de croissance cette année en chiffre d'affaires entre 2022 et 2023. Enfin, plutôt entre début 23 et fin 23. On a lancé la partie compte pro très récemment, ça date de 2 mois je pense. Donc on a aujourd'hui une certaine quantité de clients qui nous utilisent, mais qui sont vraiment les premiers clients dans la partie banking. Donc on a hâte de voir comment ça va progresser et surtout hâte de voir la synergie et le fait d'avoir le même prestataire qui gère tout plutôt que d'avoir plusieurs apps de plusieurs prestataires différents. Et aussi le fait que
à quel point ça va simplifier la comptabilité de nos clients. Que les clients autres qui ont une banque différente et nous en compta versus ceux qui ont tout chez nous, je pense qu'il y a un gain énorme qu'on va gagner, que je vais vous dire et qu'on va mesurer dans le futur. Aussi, j'ai lancé mes chaînes sur les réseaux sociaux en juin dernier, en mai-juin. Et le 31 décembre, on a atteint nos 300 000 followers. Je pense qu'on a 100 sur Insta et 200 entre TikTok et YouTube, avec un nombre de vues incroyable qui a complètement dépassé mes attentes. Je développerai cette partie personal branding et relation avec le business dans un autre épisode si ça vous intéresse. D'ailleurs, j'ai un corner sales marketing dans chaque épisode, donc il y en a un qui va dédié en partie au personal branding, aux réseaux sociaux. Et je pense que je sortirai une longue vidéo YouTube sur le sujet pour dire ok, quelle est ma méthode ou quelle est notre méthode, parce qu'on a une équipe qui travaille dessus pour atteindre ces chiffres-là et les impacts business. D'ailleurs, je vous invite à regarder la chaîne YouTube parce que c'est vrai que sur Insta et TikTok, on fait beaucoup de shorts, reels, des vidéos d'1 minute. Mais sur YouTube, on est en train d'expérimenter un nouveau format qui est les formats un peu plus longs, donc 7-8 minutes pour rentrer dans un sujet. Pour l'instant, on est sur autour de 10 000 vues par vidéo, un peu moins. Donc on n'a pas encore complètement craqué ce format-là, mais c'est un format hyper intéressant parce que l'engagement est très fort. Donc on va beaucoup travailler en 2024 dessus. Et oui, j'ai beaucoup de gens qui me demandent s'il y a un impact business, s'il y a des ventes qui viennent de ces vidéos. Alors le tracking est certainement plus dur que d'autres canaux, mais oui, il y a des ventes aujourd'hui via l'usage de codes promo ou via des sondages qu'on fait pour savoir déclarativement d'où viennent les gens, qui va venir de TikTok, YouTube, Insta, de gens qui ont regardé la vidéo. Donc ça commence à avoir une vraie traction. Vu le million de vues qu'on fait, c'est normal que ça ait une traction. Mais c'est intéressant de voir l'évolution de ça dans le temps parce qu'il faut que les gens voient les vidéos plusieurs fois, me voient moi-même plusieurs fois dans les vidéos pour pouvoir convertir. Et il faut qu'il y ait un tunnel beaucoup plus travaillé que ce qu'on a aujourd'hui sur lequel on va bosser. Mais ce qui est intéressant, c'est que en feeling par intuition et sans regarder les chiffres, le fait d'avoir plusieurs fois dans la semaine des gens qui te reconnaissent dans la rue, et qui te le disent. Donc s'ils te reconnaissent en te le disant, c'est qu'il y en a d'autres qui t'ont reconnu peut-être 4-5 fois plus, qui ne te l'ont pas dit, qui t'ont pas arrêté, qui t'ont pas interpellé, montre que quand même l'impact de ces vidéos est quand même assez gros, et ça se traduira encore plus en clients dans le futur. Donc ça, c'est l'actu plutôt business. C'est sûr que je vais détailler cette partie personal branding parce que ça intéresse beaucoup de CEO. J'ai eu plein de messages LinkedIn ou autres de CEO de boîtes de start-up parisiennes qui se tâtent et qui me demandent quel temps ça m'a pris, est-ce qu'on a outsourcé, est-ce qu'il y a une agence qui l'a fait. Sur Twitter, j'ai aussi des gens qui m'interpellent parce que je partage parfois les chiffres. Et je pense qu'on est aujourd'hui... Donc c'est sûr que c'est une demande de beaucoup de gens de savoir comment on peut arriver à ça et qu'est-ce que ça a comme impact. Est-ce qu'il faut s'exposer parce que c'est sûr qu'il faut s'exposer, il faut avoir le courage de le faire et je pense qu'il y a beaucoup de CEO parisiens qui n'ont pas encore passé le cap. Certains s'inventent parfois des petits, peut-être des fake raisons de ne pas le faire, en mode moi j'ai pas envie d'être très visible ou je ne veux pas être visible alors qu'il y a toute une boîte qui travaille, je ne suis pas le seul à travailler donc je ne vais pas prendre toute la lumière et ce genre d'excuses, mais souvent c'est pas forcément des vraies excuses. Je pense qu'aujourd'hui, en termes d'achievements, on a été le compte business le plus croissant en France sur les réseaux, sur YouTube, Insta et TikTok, parce qu'on est passé de 0 à 300 000 en 6 mois. Je ne pense pas qu'il y ait... Alors peut-être qu'il y en a et vous me le direz sur Twitter ou sur LinkedIn ou dans des commentaires quelque part. Je pense qu'on doit être le compte qui a fait le plus de croissance cette année parmi tous les influenceurs business qui existent en francophone, France et autres. Donc ça, c'est la partie news. Il y a un corner que j'aime bien qui est corner business, sales ou marketing. Et aujourd'hui, je vais aussi parler de business model. C'est un point très important parce qu'il y a beaucoup de business models différents selon où on est. C'est sûr que le SaaS est très différent du business service classique, du business des agences, /conseil, du business de vente de produits en ligne, de business de services de hôteliers, restauration, etc. Donc, il y a plein de business models différents. Et avant de parler de sales, je vais plutôt parler d'un business model, ou plutôt de 3 business models très intéressants qui sont scalables. Alors, la question c'est
comment atteindre un business à 100 millions de valeur? Est-ce que tous les business te permettent d'arriver à 100 millions de valeur ou pas? Et en fait, pour moi, 100 millions et plus, donc entre 100 millions et 1 milliard, c'est des tailles de business qui ne peuvent pas s'exécuter facilement, quel que soit le service que tu vends. Donc en fait, pour moi, il n'y a que 3 types de business où tu peux atteindre les 100 millions de valorisation. Donc en vendant la boîte, tu touches ces 100 millions, toi et les associés et les investisseurs, etc. Et en fait, ces 3-là se ressemblent un peu d'ailleurs. C'est les modèles un peu scalables. Soit je parle de services, je ne parle pas d'industrie, je ne parle pas d'agriculture, je ne parle pas de pharmaceutique ou autre. Là, je parle vraiment service. Donc, on est dans le monde des services. Comment j'arrive, donc software y compris, comment est-ce que tu peux faire une boîte de service qui arrive à 100 millions? Pour moi, il n'y a que 3 types. Ces 3 types-là sont soit tu as une chaîne de quelque chose, d'un service donné, et c'est toi qui own la chaîne et tu la fais croître, et point de vente après point de vente, tu arrives à la scaler, couvrir un grand territoire, et là tu commences à peser très lourd. Et c'est une chaîne que tu possèdes, que tu owns. Par exemple, la chaîne Paul dans la restauration rapide, ou la chaîne Kaiser. C'est des chaînes qui sont possédées entièrement. Alors parfois, il peut y avoir des mix avec le système franchise, avec le modèle franchise, mais souvent, c'est des chaînes qui sont owned par les propriétaires. L'avantage, c'est que tu contrôles tout, c'est que toute la marge, elle est pour toi et pour tes associés. Et donc la qualité de service est plus facile de la contrôler parce que d'un point de vente à un autre, tu es capable de maintenir la même qualité de service. Ça marche aussi pour des salles de sport, ça marche pour beaucoup de services. Hôtels et autres. On est dans les business classiques là, mais c'est la façon la plus évidente pour passer à... Même dans la comptabilité, nous on a un concurrent classique, c'est le plus gros acteur dans la comptabilité en France, ça s'appelle Fiducial, c'est une chaîne énorme de services d'expertise comptable qui fait 1 ou 2 milliards de chiffre d'affaires en France. Ça, il faut le mettre en contraste avec un autre modèle qui est le modèle franchise, où tu vas plutôt déléguer l'exécution et faire payer des droits d'entrée plus des royalties ou des commissions sur les ventes que les gens font. Donc tu vas inventer le concept, avoir tout le modèle business déjà testé sur 1, 2 ou 3 prototypes de 3 endroits. Et à partir de là, ce que tu vas faire, c'est proposer à des entrepreneurs qui veulent exécuter, donc des vrais CEO, tu leur délègues la tâche d'exécuter ça, chacun sur un point de vente. Donc c'est beaucoup plus sécurisant pour toi parce que tu n'as pas beaucoup de capital à investir sur chaque point de vente. Ça, c'est l'inconvénient du premier modèle où tu as beaucoup de capital. Mais si la marge est faible, tu laisses l'exécution. Si ça nécessite beaucoup de capital et que la marge n'est pas très importante, il vaut mieux le laisser en mode franchise parce que tu fais porter ce risque-là et l'exécution à d'autres CEO. Il faut que ce soit attractif. Ce qu'il faut savoir en franchise, c'est que ça doit être 100 points de vente à partir desquels vraiment tu vas commencer à toucher des grosses valorisations. Et entre 0 et 100, c'est très dur de monter. Donc tu peux faire 3, 4, 5. Mais la majorité des réseaux de franchise qui existent en France ou dans le monde n'atteignent jamais les 100 points de franchise. Je dirais qu'à partir de entre 50 et 100, dans tes finances personnelles à toi, tu commences à être bien. Tu commences à être même très bien. Ça crée un énorme gap entre ça et ce que tu peux faire comme activité. Mais 15 points de vente, ça te rapporte pas vraiment suffisamment pour que ça soit intéressant. Donc il faut atteindre les 50 à 100. Et une fois que tu as dépassé les 100, alors il peut y avoir des plateaux. Tu peux atteindre 30 et plateau dessus et ne plus arriver à monter plus parce que c'est géographique. Peut-être tu as épuisé les endroits intéressants pour telle salle de sport. Peut-être que c'est un concept de salle de sport qui ne marche que en banlieue, par exemple. Et donc, si tu commences à chercher des franchisés ailleurs qu'en Ile-de-France, tu ne trouves pas où ils font faillite et ils n'arrivent pas parce qu'en fait, ils vont tester, mais ils vont faire peut-être faillite et ils vont sortir et donc tu gagnes zéro. C'est comme s'ils n'existaient pas, même s'ils ont payé un droit d'entrée. Et donc toi, tu deviens une boîte plutôt de juridique, tu sécurises les contrats, tu fais le marketing pour ton concept. Tu dois rencontrer un maximum d'entrepreneurs et de CEO capables de monter des structures de cette taille-là. Souvent, c'est des petites boîtes quand même, des boîtes qui vont faire 1-2 millions de CA. Tu vas ponctionner une partie de leur marge. Donc, il faut vraiment avoir une centaine de points. Et la difficulté, c'est de passer à 100, 0 à 100, alors que si les marges sont très grosses et qu'il n'y a pas forcément ou qu'il n'y a pas beaucoup de capital à mettre sur chaque point de vente, là, c'est plus intéressant de le faire toi parce qu'il ne te faut pas beaucoup de points de vente pour avoir une taille intéressante.
Si tu es sur un concept qui te fait 3-4 millions de marge annuelle, alors il vaut mieux que tu prennes le temps de lancer chacun tout seul, plus lentement, en mettant le capital qu'il faut, en prenant un crédit. Ce qui est intéressant, c'est que si tu as un prototype, donc un point de vente de ton service, qui fait une marge intéressante sur 1 ou 2 ans, tu peux aller montrer ça à des banquiers et utiliser les banquiers comme levier avec d'un crédit pour ouvrir le deuxième, parce qu'il faut un capital pour ouvrir le deuxième. Si ce modèle marche et que la marge est forte, il vaut mieux être plus lent et plus petit en chiffre total, mais avec la marge, tu gagneras beaucoup plus que 50 points de vente en franchise. La franchise, c'est plutôt intéressant quand tu as une marge qui est faible, beaucoup d'investissement, et donc c'est plus intéressant de déléguer ça à d'autres. Donc ça, c'est les 2 modèles classiques, on va dire, de boîtes qui peuvent devenir très grosses, valoir plusieurs centaines de millions en valeur totale, mais avec chacune des avantages et des inconvénients. Et en fait, le 3e modèle qui, lui, peut scale aussi et devenir très gros dans ces niveaux-là de valorisation, c'est le modèle des software, le SaaS. Le software, c'est intéressant. Alors, quand je dis software, c'est soit un software pur où les gens s'abonnent à un logiciel que tu as développé, ou bien on parle d'un service qui est automatisé par beaucoup de software, donc il y a de l'humain, mais il y a tellement de software dedans que les marges sont quand même très intéressantes et tu vends en ligne, donc il n'y a pas de localisation physique à avoir, donc tu peux marketer très largement. Alors vous avez compris, dans les 3 modèles, il n'y a ni des boîtes de formation, ni des boîtes d'agences de conseil. Parce qu'une agence de conseil, pour qu'elle arrive à ce niveau-là, sans être dans les 3 types que j'ai cités, ni franchise, ni une chaîne, ni un software, c'est hyper compliqué. Pour plein de raisons, c'est que ça dépend beaucoup d'humains, de salariés humains, qui eux-mêmes en vendent les heures de travail de ces humains-là. Donc il y a un turnover énorme. Le fait de ramener des clients, tu ne peux pas faire des budgets marketing et dépenser sur Google pour ramener un max de clients. Il faut que toi-même tu ailles vendre. Tu dois avoir des gens qui vendent pour toi. Donc Alors ça existe. Je connais quelqu'un qui a réussi à scaler ce modèle de conseil et qui a créé quelque chose d'assez gros. J'essaierai peut-être de l'inviter parce qu'il y a énormément d'inside sales qu'il peut apporter et s'exprime très très peu. Ça, c'est un des problèmes du contenu sur Internet, c'est que les mecs qui font et qui ont énormément d'expertise dans leur domaine, c'est très rare où ils s'expriment, ou c'est très rare de les voir rédiger soit des livres, soit des articles, ou faire du contenu vidéo ou audio. Donc en fait, l'expertise, elle est dans leur tête, et elle reste, et elle est transmise que à leur entourage. Et c'est ce que j'essaie de faire avec les podcasts, c'est de dire que tout ce que j'ai appris en montant Legal Place ou autre, j'essaie de le documenter et le mettre en open source pour qu'un maximum puisse l'avoir, et peut-être aussi essayer d'extraire certains savoirs de certaines personnes que je connais et qui méritent largement d'être diffusés. Donc le conseil, c'est extrêmement rare, c'est très dur. Et d'ailleurs, ceux qui arrivent à scale souvent passent par le côté un peu franchise, comme les gros cabinets de conseil, les gros cabinets d'audit, les Big Four, qui sont devenus quasiment des franchises parce que les associés français qui lancent EY ou Deloitte France vont payer des droits à la marque pour les Américains qui détiennent ces droits-là. Ils vont prendre leur méthodologie, ils vont prendre leur identité visuelle, ils vont prendre toute cette partie-là, leur branding, leur marque, mais c'est eux qui gagnent une grosse partie de la marge qu'ils font en France. Sauf qu'ils rétribuent la franchise. C'est comme ça que ces réseaux sont devenus très gros, parce qu'ils sont passés par le modèle franchise. Donc le soft, pour revenir au soft. Le soft, ce qui est hyper intéressant, c'est que la marge est très grosse comparée à n'importe quel autre business. Il n'y a pas d'autre business qui a ce pourcentage de marge que tu peux avoir en software, parce que les coûts fixes et les coûts d'exécution du service sont très bas. Alors, c'est une question de temps, on verra dans le futur, dans les prochaines 10 années, si l'abondance des développeurs et l'IA va pas faire en sorte de réduire cette marge-là. Mais la grosse barrière qui fait que les gens ne peuvent pas faire des business SaaS ou n'arrivent pas à rentrer dans ce monde SaaS, c'est la technicité du domaine. Donc en fait, tout le monde peut s'improviser et faire une chaîne dans le service en apprenant un minimum sur le service. Mais faire du software, il faut que tu sois toi-même développeur, ou que tu sois ingénieur, ou que tu aies une bonne connaissance ou un bon background en tech, ou un associé, ou quelqu'un qui va centrer dans la boîte, tu vas recruter très vite, parce que sinon, tu vas commettre énormément d'erreurs. Ces erreurs-là vont te coûter très cher, tu vas redévelopper ton service plusieurs. Ça va te coûter en fait peut-être 10, 20, 30 fois plus que quelqu'un qui s'y connaît et qui a un associé qui s'y connaît et du coup qui va dépenser beaucoup moins pour faire le même produit.
Donc si ça te coûte vraiment 20-30 fois plus cher, en fait, ça devient moins intéressant, ça augmente le risque de faillite. Et ça, je parle de lancement en fait. Donc imagine, tu as lancé, tu as réussi et tu as payé 30 fois plus cher qu'un autre, donc tu as épuisé ton capital. Ça, c'est la première version, la version 0. Après, tu dois faire des itérations, tu dois le maintenir, tu dois rajouter des nouvelles fonctionnalités pour supporter le 10e client ou le 9e client. Donc en fait, à un moment, laisse tomber, tu deviens vraiment hyper fragile et c'est pas ce que tu veux faire. C'est beaucoup moins maîtrisé que si tu avais un associé fondateur tech. Si tu arrives à avoir un associé tech, alors là, c'est clairement un énorme un business model qui a une énorme profitabilité, qui peut scale, qui peut devenir gros sans beaucoup de contraintes ni physiques ni géographiques. Et donc, si tu cibles la bonne niche, là, tu peux créer un business qui vaut 100 millions et plus. Et d'ailleurs, beaucoup des business qui se vendent aujourd'hui avec de très bons multiples, c'est-à-dire avec un prix très élevé, qui se vendent très cher par rapport au chiffre d'affaires qu'ils font, sont les boîtes software. C'est les boîtes software qui se vendent le plus cher d'ailleurs, parce que il faut savoir que 1 million de chiffre d'affaires, j'aurais dû commencer par ça, 1 million de chiffre d'affaires d'une boîte n'est pas égal à 1 million de chiffre d'affaires d'une autre boîte. Il y a une énorme différence entre deux boîtes qui ont le même chiffre d'affaires. Elles ne valent pas pareil. Si tu dois acheter une boîte qui fait 1 million avec un prix à 10 et une autre boîte qui vaut 1 million mais son prix c'est 1, ça montre que c'est pas du tout la même qualité de chiffre d'affaires. Okay, donc, en général, si tu achètes une boîte de conseil pur, un service basique, donc une boîte d'expertise comptable ou de conseil en IT, tu vas la vendre une fois son chiffre d'affaires, parfois moins, parfois un peu plus, mais dans ces eaux-là. Donc si elle fait 1 million, tu vas l'acheter 1 million parce que tu n'achètes pas grand-chose. Tu rachètes peut-être quelques clients, mais en général, les clients vont se barrer avec le mec qui te la vend. Tu achètes peut-être le fait qu'il y ait déjà des salariés sur place formés, mais tu achètes le carnet d'adresses des clients existants et tu essaies de le développer après. C'est pour ça que ça ne coûte pas grand-chose, parce que si tu l'achètes qu'une seule fois, c'est que tu penses que dans 2 ans, ils vont disparaître ces clients, donc ils valent pas beaucoup plus que ça. Mais si c'est les mêmes clients mais qui consomment un software, ils sont abonnés à ce software, il n'y a aucune relation intuitée personnelle entre le vendeur et les clients, et que tu achètes 1 million de chiffre d'affaires de ce software-là, même si c'est les mêmes clients, en fait, tu vas l'acheter 7, 6, parfois 10 millions. Donc on voit bien que 1 euro, quand tu vas faire beaucoup de marketing et tu vas te dépenser, tu vas t'arracher, tu fais 1 euro de chiffre d'affaires sur un SaaS, ça vaut 5-6 fois plus que si tu faisais 1 euro de chiffre d'affaires en formation ou en conseil. Donc il ne faut pas voir, quand tu compares les boîtes et que tu vois qu'une boîte fait 10 ou 20 ou 30 et qu'une autre fait 100, c'est pas la même chose. Ce que je suis en train de dire, c'est que pour vendre une boîte à 100 millions, parce que depuis le début, ma question c'était quel business model te permettront d'atteindre cette somme-là, cette valeur-là. Ça veut dire qu'il suffit de faire, suffit c'est entre guillemets parce que c'est très dur, 14 à 20 millions d'euros en chiffre d'affaires en étant SaaS, avec une croissance importante bien sûr. Mais que si tu voulais vendre l'équivalent en boîte de formation, alors là, ça doit être ou de conseil, ça doit être une boîte qui crache non pas 14 à 20 de CA, mais il doit cracher peut-être 100 ou 80 millions pour que tu puisses la vendre à 100. Et comme on le sait, il n'y a pas vraiment de boîte de formation qui crache 80, ça n'existe pas. Enfin, c'est hyper rare. Ça doit être une boîte avec un éditeur en fait, de livres et de formation énorme. Du coup, tu as rarement des boîtes qui valent ça sur le marché. Alors qu'en SaaS, en software, en logiciel, tu vas en avoir plein. Donc, à garder en tête que si l'ambition, alors l'ambition n'est pas forcément de créer des boîtes de cette taille-là, mais certains ont cette ambition-là, certains ont des ambitions même plus d'avoir des boîtes qui leur permettront, si tout se passe bien, et s'ils réussissent beaucoup, de pouvoir arriver à 1 milliard. Mais en fait, si tu réussis beaucoup dans le conseil, tu n'auras pas ces sommes-là, même si tu réussis énormément. Parce que des boîtes qui font ce CA-là en conseil, ça prend énormément de temps, c'est des modèles plus franchisés, c'est très particulier. Tu dois passer beaucoup de gens en associé dans la boîte pour que ça grossisse, et qui dit les passer en associé dit que toi-même tu te dilues de beaucoup. Donc en fait, pour arriver à faire un associé en cabinet de conseil, d'avocat ou de comptabilité, il va ramener peut-être un très bon associé, il va ramener entre 1 à 6 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc en fait, si tu veux valoir 100, on va simplifier, tu dois faire 100 millions de chiffres. Donc c'est comme si tu devais avoir 40 associés, 50 associés dans ton cabinet. Donc tu posséderas jamais 50% de cette boîte-là. C'est pour ça que je ne la compte pas comme étant un scénario crédible ou faisable. Donc voilà, ça c'est une explication très importante pour comprendre les business models, pour
faut garder en tête ces ordres de grandeur-là, les limites de chacun, les tailles qu'ils peuvent atteindre, le plafond de verre qu'ils peuvent avoir et les inconvénients de chacun. Donc, si tu regardes les autres grosses fortunes dans le service, des boîtes de crèche ou des boîtes de sport ou de restauration rapide ou de produits congelés ou que sais-je, c'est en général des chaînes ou des franchises ou des boîtes de software. Donc voilà, ça c'est hyper important à garder en tête pour savoir à quoi s'attendre devant chaque business model. Si je reviens sur le sujet sales, la dernière fois j'avais parlé de sales sur les PME. Et en fait, j'avais dit que c'est hyper intéressant parce que sur les PME, la vente elle est beaucoup plus prédictible. Et j'avais conseillé un très bon livre sur ça. Et j'ai essayé d'expliquer quelle était la mécanique pour quand tu vends à des PME. D'ailleurs, ça rejoint les business models dont je parlais parce que dans les 3 business models, la partie software, la troisième, en fait, la plus safe qui existe, c'est software pour PME. Parce que quand tu vends pour les PME, ça reste beaucoup plus longtemps, les abonnés ne disparaissent pas au bout d'un an. C'est des boîtes qui ont des budgets, donc qui peuvent dépenser une certaine somme. Donc tu peux investir dans les sales, dans les commerciaux pour leur vendre. Et une fois que tu as vendu à 10, 20, ça devient répétable. Et en fait, ce que j'aimerais expliquer aujourd'hui, la prochaine fois, j'expliquerai comment se déroule la vente. Genre, la 30 minutes ou 1 heure de vente, comment elle doit être structurée. Le début, le milieu, la fin. Et le deuxième rendez-vous, comment il se passe, etc. J'avais expliqué la mécanique globale, mais pas ce qu'il y avait de l'intérieur. Mais là, ce que j'aimerais évoquer, c'est plutôt la partie 0 à 1. Quand tu démarres, qu'est-ce que tu dois chercher pour être sûr que c'est bon, tu as trouvé ton segment. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est que moi, je vais raconter mon histoire personnelle. J'avais créé un produit au sein de Legal Place qui était à destination de PME, qui s'appelle Kanoun. On a appelé différemment du reste parce que c'est une cible différente. Nous, Legal Place, on cible beaucoup plus les entrepreneurs qui se démarrent ou qui relancent une autre boîte, etc. Et ils font leur boîte chez nous, ils font leur comptabilité chez nous, ils gèrent la partie bancaire chez nous, etc. Maintenant, à un moment donné, on a lancé un service qui s'adresse aux PME parce que nos produits, notre savoir-faire juridique et notre software juridique permettaient de gérer aussi la partie droit du travail. Et donc, pour un patron de petite entreprise, ne pas avoir accès tout le temps à un expert en droit du travail, un avocat ou un juriste, faisait qu'il pouvait prendre beaucoup de mauvaises décisions. Donc, on a automatisé énormément de choses et donc, il pouvait, grâce à notre soft, être sûr que toutes ces décisions qu'il prend sont backées, elles sont juridiquement correctes, il n'y a pas de risque à ça. Donc, tous ces contrats, toutes les sorties de ses salariés, etc. Donc, quand j'ai lancé ça, c'était une nouvelle façon de faire du marketing pour nous et du sales parce qu'on devait avoir des clients complètement différents que ce qu'on a l'habitude de faire et c'était des PME. Donc, déjà, il fallait savoir si les PME achetaient ça, si ça les intéressait, si ça réglait un problème pour eux, etc. Donc, j'avais fait quelques tests et tout. Et ensuite, tu commences à acquérir des clients. Et en fait, quand tu acquiers tes premiers clients, le but, c'est de savoir est-ce que c'est répétable. Est-ce que ce que tu vends au premier, au deuxième, au troisième, si tu sais que c'est répétable, alors là, ça peut croître. C'est une question après économique pure de combien de trésorerie je dois avancer aux commerciaux, les salaires, etc., pour qu'ils ramènent combien de comptes et combien de mois il me faut pour que mes clients remboursent les investissements. Mais une fois que le produit est trouvé et le segment est trouvé, il faut juste dérouler. Donc en fait, je commence à contacter plein de boîtes PME, plutôt start-up parce que c'est mon entourage. Donc leur DRH, leur DAF, je demande au CEO de me donner les contacts. Je fais des démos fake avec un Figma, avec un soft qui n'existait pas juste pour savoir quelle était leur réaction. Et en fait, le but, c'était de savoir est-ce que je trouve un truc dont ils ont tous besoin, que je peux après dérouler à vendre à tout le monde qui sont dans la même catégorie qu'eux. Donc au début, je commence avec des boîtes de tailles très différentes, 10, 5 à 20, 30, 100, 150, 200. C'est pas les mêmes besoins, c'est pas les mêmes types de DAF ou de DRH qui les gèrent à chaque fois, même de CEO, c'est pas les mêmes problématiques, les budgets, etc. Et donc en fait, le gros piège dans lequel il faut pas tomber, c'est tu vends à 20 boîtes, tu te dis ok, j'ai 20 clients qui ont acheté mon software, donc c'est bon, c'est répétable. Et en fait, il y a 2 scénarios. Tu peux avoir vendu à 20 qui sont dans le même cas à chaque fois et c'est répétable et tu as trouvé le problème, la niche, le segment et il suffit de dérouler et là tu arrives un jour à 5, 10, 14 millions et la boîte ou le produit vaut quasiment 100. Soit
et le marché des PME est très profond. Et c'est pour ça que le software pour PME, et les investisseurs l'adorent, et ceux qui rachètent des boîtes l'adorent aussi. Du coup, tu peux tomber facilement dans le piège de « Ok, les 20 que j'ai eus, je les ai eus pour chacun une raison différente. C'était un cas particulier à chaque fois. Donc, je n'ai pas encore trouvé ma niche. » Et en fait, quand tu trouves ta niche, tu le sais. Parce que c'est le même discours que tu donnes à la même personne qui est dans le même segment qu'une autre. Et elle signe et la PME devient cliente et elle te paye. Et donc, en fait, le but, c'est pas de trouver 20, 30 ou 40 et ensuite, c'est bon, tu dis j'ai validé mon modèle, je recrute les commerciaux, je lève de l'argent ou j'investis de ma poche et je déroule. Parce que ce qui est dangereux, c'est de recruter une énorme équipe de vente alors que tu n'as pas trouvé ni ta niche, ni le type de client qu'il faut. Et donc, tu te retrouves avec des coûts énormes de vente, mais pas assez de revenus qui rentrent parce que chacun essaie. Et toi, tu as vendu par hasard parce que tu es très bon sur 3, 4, 5 clients, amis en plus. Et les commerciaux que tu as ramenés n'arrivent pas à rentrer dans leurs coûts et ça te coûte plus et tu meurs. L'idée, c'est plutôt de dire toi-même, avant de commencer à engager beaucoup de coûts, voir à quel point c'était répétable ce que tu as trouvé. Et donc, moi, je pensais avoir trouvé ça, mais en réalité, les 20 premiers clients qu'on a eus chez Kanoun étaient des clients très différents les uns des autres, avec des raisons différentes de nous avoir pris. Ils nous connaissaient déjà certains d'autres ont suivi parce que par hasard on est tombé dessus, donc on avait trop de chance, mais c'était pas du tout une preuve que c'est répétable. Et en fait, du coup, il fallait attendre le xème client, le nème client, peut-être je sais plus combienième c'était, parce que j'ai arrêté de compter en mode il me faut 20 clients et je valide tout et je peux mettre un budget de Legal Place pour accélérer le recrutement. Et en fait, il fallait attendre pas mal de temps avant de trouver, je sais pas si c'était le 40e client ou le 30e, pour trouver la partie sweet spot, c'est-à-dire le segment qui fait sens pour nous, je dis n'importe quoi, entre 20 et 40 salariés, sur des DAF d'une certaine catégorie, qui sont en tech ou, je dis n'importe quoi, en bâtiment ou en usine, industrie lourde, etc. Et à partir de là, maintenant que je le sais, je peux, de manière très confiante, ramener des commerciaux, dépenser de l'argent pour que ces commerciaux ramènent des clients, parce que je sais ce qu'ils vont faire. Donc en fait, au début, le rôle du CEO ou de son cofondateur, si c'est l'autre qui gère la partie commerciale et sales, c'est de trouver ce segment, ce discours et de signer suffisamment de clients. Et donc tout seul, tu dois pouvoir être capable de signer peut-être 10. Si tu arrives à trouver 10 répétables dans le même cas, etc., c'est bon, tu n'as pas besoin d'avoir 200 autres pour valider ça. Tu peux commencer à accélérer. Mais si tu as trouvé 30 par pur réseau parce que tu connais tellement de gens et que tu les as ramenés et ils ont dit oui, ils ont signé, ou le prix était très bas donc ils ont signé anyway, en fait, tu n'as pas encore prouvé quelque chose. Donc c'est très différent. Parce qu'on m'a déjà demandé s'il fallait trouver 100 clients d'abord avant de lancer, 50 ou 30. Par contre, donc il n'y a pas de chiffre, ça dépend beaucoup. Ça peut être 100 pour que tu puisses, dans les 100, trouver un segment hyper intéressant, répétable. Ça peut être 10 parce que tu as vite reniflé le truc. Maintenant, ça doit être ton unique et seul objectif. Moi, pendant 2 mois, alors c'est différent parce que je gérais déjà tout Legal Place, donc c'était un side project pour moi comme mission. Ça faisait partie de mes objectifs d'un trimestre de débloquer ça et de confier un directeur commercial après. C'est ce que j'ai fait. Mais du coup, c'était mon seul objectif sur ce produit-là. À chaque fois qu'on parlait du produit lui-même, de la tech pour ce produit, etc., je ne traitais pas, ça sortait de ma to-do. J'avais aucun problème à déprioriser toute la partie produit, etc., avant de trouver ce segment-là. Et ensuite, quand tu le trouves, la priorité devient avoir un directeur commercial qui scale ça, qui recrute. Et donc, j'avais trouvé un très bon, qui en général sont pas mal payés. Ça coûte très cher un bon directeur commercial qui est capable de mener la boîte de 2 commerciaux à 20. Mais il ne faut pas économiser sur ça parce que la différence entre les très bons et les normaux, elle est énorme. Donc, le coaching des sales, le fait de les recruter bien, la processualisation, la formation continue, le fait de savoir qui ne doit plus être là pour sélectionner les meilleurs sales pour ton segment, etc. C'est énormément de travail, mais ces coûts-là, tu seras beaucoup plus heureux de les mettre une fois que tu as sécurisé vraiment la scalabilité du truc, c'est-à-dire à quel point c'est répétable, j'ai trouvé la niche, il suffit de dérouler. Comme je disais la dernière fois, le directeur commercial a comme rôle de dérouler et pas forcément de lui-même trouver tes segments, parce que c'est un travail de fondateur. Si c'est lui qui le fait, il devrait juste créer la boîte à côté et le faire pour lui-même en fait. Il n'a pas vraiment... peut-être qu'il ne sait pas faire la tech, mais il devrait être associé quelque part dans la logique. Donc
Ça, c'est la partie sales. La prochaine fois, je vais décrire comment se déroule un call de A à Z. Qu'est-ce que tu dois attendre à chaque étape, comment tu sais que tu peux passer à l'étape suivante, etc. C'est hyper structuré et quand tu le structures, tu verras, la vente devient beaucoup plus prédictible. Et si vous voulez couvrir un autre sujet sales qui vous intéresse, n'hésitez pas en commentaire, soit en m'envoyant sur Twitter. Alors mon DM est ouvert, donc vous pouvez m'écrire sur Twitter même si vous n'êtes pas abonné. Et sur LinkedIn, vous pouvez aussi m'écrire, je regarde les messages. Donc si vous avez des feedbacks à faire, n'hésitez pas, je les écouterai pour les prochains épisodes. Donc ça c'est cool. Dernier point, cette fois-ci finance perso, toujours Bitcoin, parce qu'il y a beaucoup d'actualités, le prix a baissé après l'ETF. Ce qui est hyper intéressant, c'est que beaucoup de gens savent que donc, je suis pro Bitcoin, je suis hyper enthousiaste par rapport à cette technologie et des applications qu'il peut y avoir après, mais me disent maintenant le Bitcoin à 100 000, ils se foutent un peu de ma gueule parce que je leur avais dit que l'ETF c'était un big news et que cette année peut-être qu'on aura un gros bull run pour plein de raisons. Ils attendent déjà le bull run, les gens sont très pressés. En fait, pour moi, c'est toujours une good news quand le Bitcoin baisse, pour la raison suivante, c'est que ça permet d'en accumuler plus. Parce que sur le très long terme, je suis très bullish. Mais je ne vais pas regarder les prix semaine après semaine et faire du trading ou m'inquiéter. Pour moi, c'est plutôt la façon très perso avec laquelle je gère. C'est plutôt un investissement continu en moyenne toutes les semaines. Le but, c'est d'en accumuler au prix le plus intéressant. Si ça baisse, c'est très bien. Et je sais très bien qu'il y aura des moments de bull run. Soit le halving de cette année, parce que tous les 4 ans, il y a un événement majeur, l'algorithme double la difficulté du mining, ce qui rend 2 fois plus cher pour simplifier l'émission donc pour les miners d'émettre des bitcoins. Donc, ça s'accompagne très souvent, peut-être même tout le temps, par un bull run énorme à partir du halving. Et ça ne s'est pas encore déroulé, donc je ne m'attendais pas du tout à ce qu'il y ait une augmentation de prix. Et je ne m'attendais pas non plus à ce que, suite à l'ETF, ça explose d'un coup. Les volumes sont déjà échangés en grand volume dans l'ETF. Et le halving, c'est en avril, je pense, si je ne dis pas de bêtises. Mais tout ça, c'est des considérations trop court terme. Moi, j'ai un horizon beaucoup plus long. Et il faut déconstruire aussi un mythe. C'est que tu ne peux pas... C'est pas l'espoir que tu mets dans un seul truc, un seul investissement qui va te passer d'une valeur de ton patrimoine de 1 à 10. Ton patrimoine ne va pas passer de 1 à 10 parce que juste tu as mis sur le Bitcoin au bon moment en fait. Tu ne vas pas passer de 100 000 à 1 million en patrimoine ou 1 million à 10 juste avec ça. Passer de 1 à 10 nécessite que tu aies vraiment une machine qui te rapporte du cash, donc soit un énorme salaire que tu places bien, on discutera un autre jour, soit du freelancing où tu es très bien payé, soit comme je disais tout à l'heure, tu as une boîte et ta boîte génère du revenu. Et ensuite, ces placements-là sont là pour faire levier, pour faire un multiple x2, x3 sur un horizon assez important, mais pas du tout faire x10 en un an. Personne ne fait x10 de tout son patrimoine en un an, sauf des cas hyper particuliers, mais qu'il ne faut pas prendre en exemple, où le mec, il avait un petit patrimoine, qu'il avait tout mis en Bitcoin, et c'était très très tôt, et il a fait peut-être x10 en 3 ans. Mais quelqu'un qui a un patrimoine de 2 millions va rarement placer, faut jamais... 600 000 que sur le Bitcoin, et même s'il place 600 000 que sur le Bitcoin et que ça fait si tu fais les maths, ça fait même x3, son patrimoine n'a pas non plus fait x. Donc il faut déconstruire ça, il ne faut pas compter dessus pour avoir un changement radical de niveau de patrimoine ou de vie, mais je pense qu'aujourd'hui très peu de personnes vont l'ignorer et l'exclure entièrement de leur patrimoine, de leur portefeuille en fait, de leur portfolio d'investisseurs. Donc à un moment, il faut en mettre, et le degré d'exposition, le pourcentage qu'on va allouer à cette crypto, il va juste changer selon la croyance ou la thèse qu'on a. Souvent, il faut investir dans les trucs qu'on comprend bien. Soit on est client de ces trucs-là et on sait pourquoi les gens les achètent, et donc c'est sain de mettre dedans. Donc si les gens ne sont pas du tout dans la technologie, doivent avoir une thèse sur le Bitcoin, c'est quand même très... c'est pas quelque chose qui est optimal, quoi. Ça doit être donc, par conséquent, peu présent en termes d'exposition, en termes de pourcentage dans leur portefeuille. Parce que ce qui est anormal, c'est qu'il y ait une fièvre où les gens qui ne connaissent rien à la technologie, donc ne savent pas forcément ce qui se passe dans le Bitcoin, mettent une énorme partie par gambling. C'est pas du tout le jeu. Le jeu, c'est plutôt un jeu de construire son patrimoine, de build,
et pas un jeu de gamble. C'est ce qui mène de manière la plus safe vers une augmentation de son patrimoine, quoi. Donc voilà, s'il y a un truc à couvrir sur la partie finance perso dans les prochains épisodes, n'hésitez pas aussi à me dire. Je vous donnerai plus d'updates sur la partie perso la prochaine fois dans les prochains épisodes. Alors ce qui est très cool aussi, c'est qu'on a tourné un épisode de podcast Cocktails. Donc c'est un podcast à 3 qu'on fait avec Reda et Paul sur YouTube. Cette fois-ci, on a invité Thierry de Mastéos, qui est une boîte qui a levé 50 millions, qui a craché, qui a fait faillite. Et le fondateur a eu l'intelligence, je pense, de raconter ça de manière très open avec nous et vraiment dans les détails de comment il a pu et dû gérer cette partie-là de sa vie d'entrepreneur. Et il a pris 0 cash out, donc vraiment, il compte sur le salaire de sa copine pour vivre aujourd'hui. Et de Stéphanie de Kappa, qui a lancé une boîte avec très très peu d'argent, un capital très réduit, et qui a réussi quand même à faire une vente de quasi 100 millions. Donc elle a touché vraiment une grosse partie, et ça fait plaisir d'avoir aussi des success stories avec en plus peu d'argent levé. Et elle raconte aussi, et elle passe Stéphanie sur Qui veut être mon associé, l'émission M6. Elle raconte aussi dans l'épisode, donc il suffit de taper Cocktails sur YouTube et vous allez trouver ces épisodes qui sont vraiment cool et surtout sans filtre, et c'est très rare. Les retours qu'on a, c'est que c'est très rare sur la place parisienne d'avoir des épisodes aussi, pas trash, mais hyper ouvertes, avec beaucoup d'anecdotes d'ailleurs et de révélations, et sans tabou, sans cut, sans censure. Donc c'est aussi un podcast qu'on va tourner de manière régulière avec Paul et Reda, qui sont très open et très honnêtes dans ces podcasts-là. Et ça permettra de donner une meilleure vision de ce que c'est de créer une boîte, les difficultés qu'il y a avec, et comment les surmonter, quoi. Donc rendez-vous au prochain épisode. J'essaierai de le tourner dans une semaine pour garder une bonne régularité. Et dites-moi ce que vous en pensez.